Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la série La Bourse aux livres dans lesquels je vais présenter les chapitres 3 et 4 du livre Richer, Wiser, Happier de William Green. Alors dans cette vidéo, je vais me focaliser en particulier sur trois investisseurs, à savoir Howard Marks, qui est ici à l'image, mais également Jean-Marie Éveillard et Matthew McLennan. Donc comme nous le verrons, Howard Marks gère le fonds Oaktree Capital Management et Jean-Marie Éveillard ainsi que Matthew McLennan ont été à tour de rôle les gérants du fonds SocGen International Fund. Alors dans cette vidéo, je me focaliserai en particulier sur les chapitres 3 et 4. Alors le chapitre 3 qui s'intitule Tout change et qui se focalise sur Howard Marks, et puis le chapitre 4 qui s'intitule L'investisseur résilient et qui se focalise sur les deux gérants du fonds SocGen International Fund, à savoir Jean-Marie Éveillard et Matthew McLennan. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Howard Marks, il supervise le fonds Oaktree Capital Management qui gère en ce moment environ 120 milliards de dollars, donc il y a 120 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le fonds a été fondé en 1995 et est spécialisé dans les stratégies de gestion alternatives, à savoir dettes de sociétés en difficulté, obligations à haut rendement, qu'on appelle également obligations high yield, immobilier commercial, etc. La fortune personnelle de Marks est estimée à 2,2 milliards de dollars, donc ça nous situe un peu l'investisseur qu'il est. Et puis, le point important ici, c'est que Marks considère que le monde est dans un état de changement permanent et que nous devons l'accepter et nous adapter au changement. C'est pour ça que ce chapitre s'intitule Tout change, ou en anglais Everything changes. Marks nous dit que lorsqu'on analyse un actif, nous devons deviner quel prix payer étant donné nos anticipations de bénéfices futurs et de valorisation. L'auteur lui demande alors comment prendre les bonnes décisions face à un tel élément d'instabilité et d'incertitude. Marks répond de deux manières. Premièrement, il pense que la plupart des gens devraient investir passivement via des ETF. Et puis deuxièmement, pour les autres, ceux qui souhaitent avoir une gestion active, il leur conseille de se focaliser sur les marchés les moins efficients. En effet, Marks nous dit que plus un marché est suivi, moins on trouve de titres décotés. Il nous donne l'exemple du marché des large caps américaines, donc des grandes capitalisations boursières américaines du type Dow Jones, c'est-à-dire que généralement il n'y a pas de mispricing sur ces marchés, ou en tout cas les mispricings sont relativement limités par rapport à d'autres marchés. Marks nous indique qu'investir dans des marchés inefficients revient à jouer au poker avec des adversaires inexpérimentés, autrement dit qu'on a intérêt à se focaliser sur des marchés potentiellement plus inefficients, comme par exemple les marchés émergents ou des marchés de type small et mid cap par exemple. Tous les actifs, y compris les plus moches, nous dit Marks, peuvent être intéressants pour un investisseur à condition que le prix soit suffisamment faible. C'est là qu'il se focalise sur la notion de buying cheap par opposition à overpaying, c'est-à-dire essayer d'acheter des actifs lorsqu'ils sont largement décotés et ne pas les acheter lorsque ceux-ci apparaissent comme surachetés. Marks est convaincu d'une chose, à savoir que tout ce qui est important lorsqu'on investit est contre-intuitif et tout ce qui semble évident est faux. Alors selon lui, pour réussir en bourse, il faut un mélange des 4 ingrédients suivants, à savoir la chance. Selon lui, la chance joue un rôle non négligeable dans la réussite d'un investisseur à long terme. Marks met également en avant 3 autres ingrédients, à savoir l'intelligence, le travail et la persévérance. Selon Marks, le meilleur moyen de ne pas être un bon investisseur est de premièrement essayer de prédire le futur, à savoir d'essayer de faire des prévisions macroéconomiques, ou en tout cas d'essayer d'anticiper ce qui va se passer au niveau macroéconomique à l'avenir, et puis deuxièmement, prendre des grosses positions sur base de ces prédictions qui généralement s'avèrent erronées. Autrement dit, ce que nous dit Marks, c'est qu'on a plutôt intérêt à avoir une approche bottom-up qu'une approche top-down, c'est-à-dire qu'on a plutôt intérêt à se focaliser sur la qualité intrinsèque des entreprises plutôt qu'à se focaliser sur la macroéconomie. En effet, Marks insiste sur le fait que le futur dépend de tant de facteurs différents qu'il est impossible de prédire le futur de manière consistante. De ce fait, il ne perd pas de temps à prédire le niveau des taux d'intérêt, le niveau d'inflation ou le taux de croissance du PIB. D'ailleurs, Oaktree Capital Management n'emploie pas d'économistes. Alors, il ne perd pas de temps non plus à essayer de timer le marché. Alors, il nous présente certains chiffres très intéressants. Il nous explique que le rendement annuel moyen du marché action américain entre 1926 et 1987, soit sur 744 mois, est de 9,44% par an en moyenne. Il nous dit également que le rendement annuel moyen du marché action américain sans les 50 meilleurs mois est de 0%.
Autrement dit, un investisseur qui rate les 50 meilleurs mois sur la période 1926-1987 se retrouve avec un rendement annuel moyen de 0%. Autrement dit, en tant qu'investisseur, on a besoin d'être exposé au marché à minima. On ne peut pas être en dehors du marché sur longue période. Ou en tout cas, on ne peut pas rater les 50 meilleurs mois, c'est-à-dire on ne peut pas être désinvesti au moment des hausses les plus importantes. Alors, autre point, Marx insiste sur le fait qu'il évite les investissements orientés vers le futur, dont les projections font fantasmer. Il fait référence, par exemple, dans les années 70 aux actions Xerox, Avon et Polaroid, par exemple, et il fait référence pour les années 2020 aux actions Facebook, Amazon, Netflix, Alphabet, Tesla et le Bitcoin. Alors, il reconnaît cependant que ne pas avoir Amazon en portefeuille était une erreur. De mon côté, je pense que des actions comme Facebook, Amazon, Netflix ou Alphabet peuvent être intéressantes dans une watchlist, bien entendu à condition de passer à l'achat sur ces actions lorsque celles-ci sont potentiellement décotées, en tout cas lorsque celles-ci, en tout cas le cours de celles-ci reflète le taux de croissance réel à venir de ces actions. Alors Marx préfère se focaliser sur une entreprise dont le prix est faible relativement à sa valeur intrinsèque. Il insiste sur le fait qu'un actif s'achète toujours en dessous de sa valeur et jamais au-dessus, idem pour Warren Buffett, John Templeton ou Monish Pabrai. Alors avant d'acheter, Marx veut savoir quel est le niveau d'optimisme qui est reflété dans le prix. Si celui-ci est trop élevé, alors la probabilité de déception est trop importante. Il passe alors son tour. Bien entendu, lorsque le niveau de pessimisme est très élevé, il passe à l'achat. Autrement dit, Marx prend en compte dans son approche le sentiment de marché et il utilise ce sentiment de marché de manière contrarienne, c'est-à-dire que lorsque le marché est excessivement pessimiste, il est plutôt acheteur et lorsque le marché est excessivement optimiste, il est plutôt vendeur. Et c'est la même chose au niveau des titres qu'il entre en portefeuille. Alors en mars 2020, après une chute du S&P 500 de plus de 30%, on en connaît la raison, Oaktree acheta pour 2 milliards de dollars d'obligations à haut rendement, donc obligations high yield au plus bas. Bien entendu, ça reflète l'idée que lorsque le marché est extrêmement pessimiste, ce qui était le cas en mars 2020, Howard Marks a plutôt tendance à passer à l'achat et à augmenter la taille de son exposition au marché. Alors un point important ici, c'est que Marx essaie d'identifier des éléments cycliques qui se produisent encore et encore, et puis surtout, selon Marx, tout est cyclique, c'est-à-dire que l'économie alterne entre expansion et contraction, les profits des entreprises augmentent et diminuent, la disponibilité du crédit se relâche et se contracte, et puis la valorisation des actifs monte et descend au cours du temps, donc tout est cyclique selon Howard Marks. Et donc il est extrêmement important de prendre en compte cette cyclicité lorsque l'on investit en bourse. De ce fait, la valorisation des actifs va passer d'un extrême à l'autre au cours du temps selon un mécanisme de balancier, et donc les marchés vont osciller entre euphorie et désespoir, cupidité et peur, crédulité et scepticisme, ou encore complaisance et panique. Marx, de son côté, opère en essayant de profiter de ce mouvement de balancier, c'est-à-dire qu'il essaye de naviguer entre les périodes de boom et les périodes de bust. Alors Marx considère qu'une bonne connaissance de l'histoire boursière aide à mieux percevoir les retournements de cycle. Il pense qu'individuellement nous sommes intelligents, mais que collectivement nous sommes plutôt stupides. La plupart du temps, nous dit-il, la fin du monde ne se produit pas, ce qui veut dire que lors des cracks, il faut garder à l'esprit que justement la fin du monde ne va pas se produire et qu'il est peut-être temps de commencer à réinvestir. C'est notamment ce qu'on a pu observer en 2003, après le bear market de 2000-2003, mais également début 2009, après le bear market de 2008-2009, ou encore en mars 2020. Donc pour faire simple, selon Marx, il est important de ne pas succomber à la panique lors des cracks ou des bear markets et de garder à l'esprit que la probabilité est très forte que la fin du monde ne se produise pas. Marx fait donc l'hypothèse à chaque crack que la fin du monde n'est pas pour aujourd'hui et donc avec une approche contrarienne, il va commencer à repasser à l'achat pendant un crack pour commencer à constituer des positions. C'est ce qu'il a fait notamment en 2008-2009, donc juste après la faillite de Lehman Brothers en septembre 2008. Oaktree commence à investir 500 à 600 millions de dollars chaque semaine, quelques mois avant la fin du bear market de 2008-2009. Et donc, ils constituent leur position sur les 3-4 derniers mois avant la fin du bear market, et puis le marché rebondit extrêmement rapidement ensuite.
et Oaktree empoche un bénéfice de 9 milliards de dollars. Alors à titre d'exemple, en 2008, Oaktree investit 100 millions de dollars dans Pierre Foods, qu'il revend à Tyson Foods 8 ans plus tard pour 2,2 milliards de dollars. Il s'agit donc ici d'un 23 bagger. Alors pour terminer avec ce troisième chapitre, l'auteur nous présente les 5 idées critiques de Marx. La première idée critique, c'est que nous ne pouvons pas prédire ou contrôler le futur, donc il est inutile de faire des prévisions macroéconomiques. Il est préférable de se concentrer sur les cycles et puis sur la valeur intrinsèque de chacune des entreprises, et donc de se concentrer éventuellement, ou en tout cas d'avoir une approche bottom-up. La deuxième idée critique, c'est que nous pouvons profiter des éléments récurrents de l'histoire pour avoir une vague idée de ce qui pourrait se passer à l'avenir. Ceci étant, l'histoire ne se répète jamais de la même manière. La troisième idée critique, c'est que les cycles se retournent de manière inévitable et les excès sont toujours punis. Alors Marx nous donne 3 exemples. Le premier, c'est le miracle asiatique, donc au début des années 90, avec l'émergence de certains pays du sud-est asiatique, suivi de la crise financière asiatique en 1997. Le deuxième exemple, c'est la bulle des dot-com, donc à la fin des années 90, suivi du krach du Nasdaq en 2000, et suivi d'un bear market de 3 ans entre 2000 et 2003. Et puis la troisième, c'est la bulle immobilière aux États-Unis, donc au début des années 2000, suivi de la crise des subprimes, donc en 2008-2009. La quatrième idée critique de Marx, c'est que nous pouvons profiter de la cyclicalité en prenant des positions contracycliques dans nos portefeuilles, et donc il est important de toujours garder à l'esprit que les cycles ont une durée de vie limitée. Et enfin, la cinquième idée critique de Marx, c'est qu'il nous faut rester humble, sceptique et prudent pour pouvoir réussir en bourse à long terme dans un monde incertain, à savoir qu'il est important d'éviter la dette et le levier, et aussi ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Donc ça, c'est valable lorsque l'on gère un portefeuille, mais c'est aussi valable à titre personnel, individuel, dans nos vies quotidiennes. Alors je vais maintenant passer au chapitre 4 qui porte sur Jean-Marie Eveillard et Matthew McLennan. Donc ce chapitre s'intitule L'investisseur résilient et nous présente l'évolution du fonds SocGen International, géré dans un premier temps par Jean-Marie Eveillard, puis dans un second temps par Matthew McLennan. En 1968, alors que Eveillard est à New York, 2 étudiants de la Columbia Business School lui parlent d'un certain Benjamin Graham, et donc Eveillard lit alors 2 livres, Security Analysis et The Intelligent Investor de Benjamin Graham. Eveillard présente le travail de Benjamin Graham à ses supérieurs alors qu'il travaille pour la Société Générale, et ceux-ci refusent qu'il utilise l'approche de Graham, à la grande déception de Jean-Marie Eveillard à l'époque. En 1979, à 39 ans, Eveillard est nommé gérant de SocGen International, un petit fonds avec 15 millions de dollars d'encours. Il décide alors d'utiliser la stratégie d'investissement mise en avant par Graham. Donc on le voit ici, Jean-Marie Eveillard puis Matthew McLennan sont des investisseurs de type value qui vont utiliser les principes d'investissement de Benjamin Graham. Alors l'approche de Graham est fondée sur la notion de survie. Alors ce qu'il est intéressant de noter ici dans cet ouvrage, c'est la vie qu'a eu Graham avant de devenir un grand investisseur et puis surtout un grand professeur à Columbia, ou en tout cas à la Columbia Business School. Alors Graham est né à Londres en 1894 dans une famille prospère. Son père meurt à l'âge de 35 ans. L'entreprise familiale fait faillite et la mère de Graham emprunte de l'argent pour investir en bourse. Le point important ici, c'est qu'elle perd tout lors du krach de 1907. Et puis Graham est ensuite confronté à la Première Guerre mondiale, au krach de 1929 et à la Grande Dépression. Entre 1929 et 1932, son portefeuille subit une perte de 70%. Autrement dit, l'approche de Graham est fondée sur la notion de survie, survie personnelle, mais aussi survie du portefeuille, à savoir que pour prospérer, il est important de conserver un minimum de capital et de ne pas prendre de risques excessifs. Alors l'approche de Graham s'appuie sur la célèbre marge de sécurité qu'on appelle en anglais margin of safety et qui consiste à acheter une action lorsque l'écart entre le prix et la valeur de l'action offre un coussin de sécurité qui permet d'absorber une éventuelle erreur de valorisation.
Et c'est l'approche qui est d'ailleurs utilisée par des investisseurs comme Warren Buffett et Charlie Munger, c'est-à-dire qu'ils estiment la valeur intrinsèque de l'entreprise et ils achètent ensuite celle-ci lorsque le prix est largement inférieur à cette valeur intrinsèque, ce qui permet d'absorber une éventuelle erreur de valorisation. Alors de mémoire, il me semble que lorsque Buffett a acheté le Washington Post, le prix de l'action représentait environ un quart de la valeur intrinsèque de l'entreprise. Autrement dit que la marge de sécurité était d'environ 75%. Alors ceci étant, un investissement à la Graham peut quand même mal se terminer et donc la solution c'est de diversifier son portefeuille, à savoir qu'Eveillard possédait plus de 100 actions en portefeuille. Benjamin Graham utilisait la même approche, c'est-à-dire qu'il avait un portefeuille extrêmement diversifié. On sait par contre que Charlie Munger et Warren Buffett ont des portefeuilles beaucoup plus concentrés, idem pour Mohnish Pabrai. Eveillard clona donc l'approche de Graham en entrant en portefeuille des actions dont le prix était 30 à 40% inférieur à son estimation de la valeur intrinsèque. Et pour estimer cette valeur intrinsèque, il se demandait combien un investisseur raisonnable serait prêt à payer en cash pour acquérir l'entreprise. Alors bien entendu, Eveillard fait ici référence à un investisseur raisonnable pour essayer de rester relativement conservateur. Bien entendu, lorsque le marché est extrêmement haussier, il est possible de trouver des investisseurs déraisonnables qui seraient prêts à payer un prix bien au-delà du prix, ou en tout cas bien au-delà de la valeur réelle de l'entreprise. En 1997, Eveillard gère 6 milliards de dollars, donc on voit que son fonds de 15 millions de dollars en 1979 a beaucoup grossi entre 1979 et 1997, puisque ses performances ont attiré de nouveaux investisseurs. Et Eveillard décide à l'époque de faire l'impasse sur la tech américaine au vu des niveaux de valorisation déraisonnables. Donc on a ici un choix contrarien. On ne doit pas oublier qu'entre 1997 et 2000, les valeurs tech sont plébiscitées par l'essentiel des investisseurs à travers le monde. Alors je vous ai mis ici la performance d'Eveillard, donc du fonds SocGen International face au Nasdaq entre 1998 et 2002. On voit qu'en 1998, Eveillard sous-performe largement le Nasdaq, puisqu'il sous-performe le Nasdaq de 39,9%. En 1999, il sous-performe le Nasdaq de 66%. Et alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'Eveillard parle de ses supérieurs hiérarchiques qui essayent de le mettre à la porte, ou en tout cas qui lui font comprendre qu'ils vont le mettre à la porte. Pourquoi ? Parce qu'il a fait l'impasse sur la tech US. Et puis finalement, le fonds SocGen International est vendu à un autre gérant d'actifs. Et puis en 2000, 2001, 2002, l'impasse de Jean-Marie Eveillard sur la tech US s'avère complètement payante puisque son fonds surperforme largement le Nasdaq, à savoir une surperformance de 49% en l'an 2000, de 31% en 2001 et de 42% en 2002. Entre 1997 et 2000, Eveillard sous-performe le Nasdaq et perd 70% de ses clients. L'encours sous gestion passe alors de 6 milliards de dollars à 2 milliards de dollars. Pourtant, Eveillard décide de ne pas modifier sa stratégie initiale, à savoir qu'il conserve une approche à la Benjamin Graham. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage, il explique que dans tous les cas, il n'aurait pas été en mesure de modifier son approche, puisque c'était la seule approche qu'il maîtrisait. Et puis, à partir de 2000, Eveillard retrouve les sommets. Il est élu par Morningstar meilleur gérant international de l'année 2001. Et puis, l'encours sous gestion de son fonds passe de 2 milliards de dollars à 100 milliards de dollars. Autrement dit, sa réussite boursière ne tarde pas à se faire connaître. Alors on va faire une petite aparté ici sur Warren Buffett et Charlie Munger, qui ont également sous-performé le marché entre 1997 et l'an 2000. Alors pour ne pas être à court de liquidité, Buffett et Munger conservent à minima 20 milliards de dollars en cash, donc environ 5% de liquidité. En mars 2020, Berkshire Hathaway avait 137 milliards de dollars de cash, soit environ 25% de liquidité. Donc une des règles ici, c'est d'avoir un minimum de liquidité en portefeuille pour pouvoir agir, donc un peu comme Howard Marks, pour pouvoir agir lors des périodes de crack ou de bear markets. Buffett et Munger achètent par ailleurs des entreprises de grande qualité, donc relativement sûres à long terme. Et puis, en étant coté en bourse, Berkshire est protégé contre le risque de voir ses actionnaires retirer leur argent en cas de panique. Ça, c'est un point important. A noter cependant qu'entre septembre 2008 et mars 2009, l'action Berkshire Hathaway a plongé de 50,7%. Autrement dit, en cas de panique, les max drawdowns sont extrêmement importants, même pour Warren Buffett et Charlie Munger.
L'auteur, donc William Green, nous indique que les investisseurs particuliers ont un gros avantage, à savoir qu'ils ne doivent répondre qu'à eux-mêmes. Ils n'ont pas à faire face à des redemptions, donc à des retraits de la part de leurs investisseurs, et donc ils ne sont pas susceptibles de devoir vendre des titres lorsque le marché est fortement baissier. Donc l'une des idées clés ici est de toujours conserver un minimum de cash en réserve pour pouvoir tenir ses positions lors d'un marché baissier ou au contraire construire de nouvelles lignes à bon prix. L'autre idée clé ici est de ne jamais spéculer sur des valeurs de croissance à la mode sans marge de sécurité. Autrement dit, lorsqu'un investisseur entre sur des valeurs de croissance à la mode, celles-ci n'ont pas de marge de sécurité et donc le risque est extrêmement important à plus long terme. Enfin, Eveillard conseille de rejeter les entreprises trop endettées, ayant un bilan trop faible ou ayant besoin d'un financement externe dans le futur. Pourquoi ? Parce qu'il considère que ces entreprises sont beaucoup trop risquées en cas de crise. Enfin, Eveillard a toujours fait attention de ne pas être exposé aux poches les plus risquées du marché. Il ne possédait pas d'actions japonaises à la fin des années 80, il sort du marché japonais en 1988, soit un an avant le krach de 1989-90. On se souvient également que entre 89 et 2009, le marché action japonais a perdu plus de 80% de sa valeur. Eveillard ne possédait pas non plus d'actions technologiques à la fin des années 90, lors de la bulle Internet, et il ne possédait pas de valeur bancaire à la fin des années 2000, donc avant la crise de 2008-2009. Autrement dit, Jean-Marie Eveillard avait pris l'habitude de ne pas se surexposer aux secteurs les plus à la mode, ou en tout cas les poches les plus risquées du marché. Alors en 2008, Eveillard passe la main à Matthew McLennan, alors âgé de 39 ans, et donc McLennan, qui a fait ses armes en gérant un fonds Global Value pour Goldman Sachs, prend la tête du fonds SocGen International, alors géré par Jean-Marie Eveillard. Selon McLennan, il est essentiel d'éviter les pertes permanentes, et donc il est important de protéger son capital. On se souvient de la première règle de Warren Buffett qui consiste à ne pas perdre d'argent, c'est la règle numéro 1, et la règle numéro 2 consiste à se rappeler de la règle numéro 1, à savoir ne pas perdre d'argent. L'objectif selon McLennan n'est pas de devenir riche du jour au lendemain, mais plutôt de se créer un patrimoine financier résilient au cours du temps, et donc d'avoir un portefeuille relativement résilient au cours du temps. McLennan considère que le futur peut ne pas ressembler au passé proche, et pour lui l'objectif est d'investir lorsque le risque est correctement pricé, donc comme au début de l'année 2009, et rester prudent lorsque le risque n'est pas correctement pricé, comme en 1999, en 2007 ou en 2020. Alors McLennan considère également qu'il est important de vérifier que le portefeuille soit bien positionné lorsque l'environnement économique est bon, car le risque c'est d'être trop complaisant, à savoir que lorsque tout va bien, on a l'impression que cela va durer. McLennan pense au contraire que lorsque tout va bien, il est important de regarder son portefeuille pour essayer d'anticiper ce qui pourrait se passer si du jour au lendemain tout allait mal. Par ailleurs, McLennan considère qu'une erreur courante est d'entrer en portefeuille les actifs qui performent le mieux, et donc comme Jean-Marie Eveillard, McLennan fait attention de ne pas rentrer les actifs les plus à la mode en portefeuille, et d'éviter les poches les plus risquées. En effet, les actifs les plus populaires n'offrent pas de marge de sécurité et donc il est risqué d'entrer ces titres en portefeuille lorsque tout le monde souhaite avoir ces actifs. Ainsi, McLennan évite les actions, les secteurs et les pays qui ont le plus attiré les flux de capitaux au cours des dernières années. Bien entendu, il évite également certains pays qui ne respectent pas le droit de propriété, comme la Russie, et puis il évite les business models qui sont susceptibles de disruption. Il évite également les entreprises avec des bilans opaques ou un levier excessif qui fait peser un risque supplémentaire en cas de retournement du marché. Alors Matthew McLennan se focalise sur les entreprises permanentes, par exemple Fanuc au Japon ou Colgate-Palmolive aux États-Unis, avec un bilan solide, c'est-à-dire une position net cash, c'est-à-dire plus de cash que de dette. Matthew McLennan cherche à investir lorsque la marge de sécurité est au moins 30% inférieure à son estimation de la valeur intrinsèque. Donc on retrouve ici les préceptes de Benjamin Graham et on retrouve ici une approche similaire à celle de Jean-Marie Eveillard. Par ailleurs, il conserve ses lignes pendant au moins 10 ans et possède 140 actions en portefeuille, donc un portefeuille très diversifié à la manière de Jean-Marie Eveillard et également à la manière de Benjamin Graham. Enfin, McLennan peut attendre 5 à 10 ans avant d'entrer en portefeuille l'un des titres de sa watchlist.
Autrement dit, il a une watchlist, il suit ses titres au quotidien, ou en tout cas régulièrement, et puis lorsqu'il trouve un point d'entrée, il entre l'un des titres de sa watchlist en portefeuille. Alors par ailleurs, McLennan conserve 14% de son portefeuille en or, qui est corrélé négativement par rapport aux actions pendant les crises. Depuis 1979, il est à noter que le SocGen International Fund a obtenu un rendement net de 12,46% par an contre 9,35% par an pour l'indice MSCI World. Et donc 100 000 $ investis en 1979 dans le fonds vaudraient aujourd'hui 12,94 millions de dollars, en tout cas en 2020, à comparer à 4,05 millions de dollars pour un investisseur qui aurait placé 100 000 $ dans l'indice MSCI World. Donc on le voit ici, un écart de 3 points de pourcentage par an a un impact non négligeable sur la valeur finale du portefeuille. Alors l'auteur nous rappelle ici que les plus grands investisseurs ont la capacité à endurer les inévitables périodes de déception. Autrement dit, lorsqu'on a une approche, par exemple une approche value, comme c'est le cas de Matthew McLennan ou avant lui Jean-Marie Eveillard, il faut accepter des périodes de sous-performance, comme par exemple pour Jean-Marie Eveillard entre 1997 et 2000. Alors, William Green conclut ce chapitre en nous présentant les 5 règles de Graham, Buffett, Eveillard et McLennan pour rester résilient. La première, c'est d'être conscient de l'incertitude permanente, c'est-à-dire que la volatilité fait toujours son retour. Donc on a des périodes faiblement volatiles et des périodes fortement volatiles. Ces périodes de volatilité peuvent durer plusieurs mois ou plusieurs années dans les cas les plus extrêmes. La deuxième règle, c'est de réduire ou éliminer son taux d'endettement, d'éviter le levier et de faire attention à ses dépenses excessives pour ne pas dépendre des autres, par exemple ne pas dépendre de sa banque, de sa famille ou de ses amis. La troisième règle, c'est de ne pas avoir des objectifs de rendement à court terme, en se focalisant sur un benchmark par exemple, mais plutôt de s'assurer que son portefeuille est suffisamment résilient en cas de choc. La quatrième règle est de ne jamais être trop confiant ou complaisant, surtout lorsque le marché se porte extrêmement bien. Et enfin, la cinquième et dernière règle, c'est de toujours entrer sur un titre avec une marge de sécurité, mais ne pas laisser la peur nous empêcher de passer à l'action. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous nous retrouverons très bientôt dans une nouvelle vidéo qui portera sur les chapitres 5 et 6, dans lequel je vous présenterai l'approche de nouveaux grands investisseurs. En attendant, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, merci.